Vous écoutez Radio Frico sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'Initiative Grecque, un collectif d'immigrés grecs à Paris. Aujourd'hui, on a la 3e émission du triptyque sur le sujet passionnant du fascisme en Grèce et de l'antifascisme, la lutte antifasciste. On a parlé de son histoire, on a parlé de 3 figures emblématiques du gouvernement grec qui font partie de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on parle du 21e siècle, du parti d'Obdoré et de l'antifascisme de rue, de l'antifascisme dans les tribunaux, de l'antifascisme contre Obdoré. Toute cette vingtaine d'années, un peu plus. Voilà. Du coup, on a interviewé 3 personnes qui font partie de champs politiques très différents, ce qui a fait aussi beaucoup de richesse. On a parlé des personnes du milieu anarchiste comme des personnes du milieu grec autonome, mais qui n'est pas l'autonomie exactement en France. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et une personne ce qui pourrait être la marge de solidarité en Grèce, qui s'appelle la Kerfa, qui nous ont partagé leur point de vue. Et merci beaucoup à eux. Si on veut parler d'antifascisme en Grèce dans le XXIe siècle, comme on a déjà dit, il faut parler du parti politique et de l'organisation, avant tout une organisation qui s'appelle Obdoré. Obdoré, Χρυσή Αυγή en grec, Golden Dawn en anglais, qui est le nom sous lequel ils sont plus connus dans les médias, etc. C'est un parti qui est devenu célèbre, que la plupart des gens ont connu dans les années qui ont suivi, pendant la crise économique en Grèce. Et c'est à l'époque où ils ont pu entrer au Parlement, ils ont pu gagner des sièges au Parlement. Et c'est de l'histoire de cette partie qu'on va commencer, parce que c'est un élément très central pour comprendre. En fait, c'est la lutte contre l'Obdoré, c'est la lutte, en quelque sorte, la lutte, ça résume la lutte antifasciste au XXIe siècle et jusqu'à nos jours, plus ou moins, en Grèce. Donc, au moins, c'était un élément... c'était un élément... Je ne sais pas si ça résume la lutte antifasciste, mais c'est que ça a été tellement important parce que ça a forcé les gens à prendre parti. Et je pense aussi il y a toute une génération en Grèce qui a été... politisé en fait à travers ça, et je pense que c'est quelque chose qui a énormément marqué notre génération en général, parce que je pense que c'était un moment de prise en conscience dès très jeune pour beaucoup de gens qu'il y a une menace fasciste et qu'elle s'incarne dans des figures qu'on peut identifier de manière très claire. Donc voilà. Et même, si je peux ajouter quelque chose, le fait de voir des personnes de ton entourage, des membres de sa famille un peu éloignés peut-être parfois, voter pour ce parti sans qu'ils aient complètement conscience de... Oui, en Grèce aussi, il y a le personnage de l'oncle qui vote Marine Le Pen. Voilà. Mais en l'occurrence, c'était le personnage de l'oncle qui votait les néo-nazis. Bref... donc quelques éléments de contexte sur l'Obdoré. Ça commence, comme on a déjà dit dans nos émissions précédentes, et les membres les personnes qui ont fondé l'Obdoré appartenaient déjà à des groupuscules néofascistes et néo-nazis pendant la dictature de la colonelle, dont Nikos Michaloliakos, qui en 1980 publie pour la première fois un magazine qui se veut national-socialiste et qui ne se cache pas, parce que dans sa couverture, on voit des images de Hitler. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est le début de la première fois qu'on voit le nom Obdoré, c'est quand le nom est porté par ce magazine qui paraît pour la première fois en 1980, pour être précis. Le nom est probablement, ça c'est juste un détail, mais le nom est probablement inspiré d'une société secrète qui s'appelait l'Ordre hermétique de l'Aube dorée, qui était active au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle. Et
cette première période, c'était avant tout un magazine, mais aussi un cercle idéologique de débat sur le national-socialisme. Ça n'avait pas encore pris la forme d'une organisation politique avec une présence active dans la rue. Donc voilà, c'était ça. Et en 1983, 3 années après la première parution, il décide de fonder un cercle, un forum en quelque sorte, où les différents intellectuels de l'extrême droite néo-nazie pourraient venir et discuter entre eux pour promouvoir leurs idées, etc., etc., etc. Qui était aussi c'était quelque chose qui était qui se faisait beaucoup à l'Europe à cette époque. Les organisations néo-nazies se présentaient et avaient une présence se cacher derrière un forum pour la promotion des idées de leur idéologie plutôt que se définir comme une organisation ou comme un parti politique. Il y a eu une brève période entre 84 et 87 où cette organisation a cessé ses activités parce que son chef, son président, entre guillemets, s'est vu attribuer la présidence de la section jeunesse du parti EPEN, qui était un parti fondé et dirigé par les anciens colonels, les colonels qui ont fait la dictature des colonels dans les années 60 et 70, qui étaient alors incarcérés. Fun fact, il les a connus en prison. Lui aussi était en prison parce qu'il avait participé à des attentats à la bombe. Et donc, il a fait connaissance avec eux. On lui a dit, voilà, tu peux prendre la direction du parti, etc., de la jeunesse du parti. Ça n'a pas duré longtemps. Et en 87, il reprend les activités de l'Aube dorée, qui continue à cette époque-là en tant que forum pour promouvoir les idées de l'extrême droite. Et le statut change en parti politique en 1994 en vue des élections européennes où il décide de participer, mais ça ne va pas très bien parce qu'il gagne moins de 0,1% des voix. Voilà, un petit historique. Donc, l'activité en tant que parti politique et en tant qu'organisation politique, même si cette organisation ne peut pas se définir comme parti politique, c'est avant tout une organisation, commence vraiment dans les années 90. Parlons un peu maintenant, si vous voulez, de l'idéologie de cette partie, parce qu'on a plusieurs fois dit qu'il s'agit d'un... Il ne faut pas dire parti, voilà, d'une organisation néo-nazie. Et je ne sais même pas si néo-nazi, s'il faut mettre le néo avant le nazi. Oui, je pense pas. Hein. En fait, c'était genre, si on regarde aux textes qui ont vu la lumière, qui ont vu le jour pendant le procès, parce que on n'en a pas encore parlé, mais on va y revenir plus tard. L'organisation a été traduite en justice en raison de ses actions dans la rue. Donc, c'était une organisation directement, dont l'idéologie est directement inspirée du Parti national-socialiste allemand de Hitler. Oui, enfin, moi, de comment j'appréhende la définition, au moins, néo-nazi, ça ne veut pas dire moins nazi, c'est juste des gens qui n'ont pas vécu à la période du nazisme. Puisque nazi, en fait, ça veut vraiment dire appartenant au Parti national-socialiste allemand. Mm-hmm. Vu qu'eux, ils n'ont pas vécu à cette époque-là, même si je pense qu'ils en rêvaient énormément, c'est néo-nazi, mais ça ne veut pas... Ok. Donc, pour être plus précis, il faut dire néo-nazi peut-être. On peut dire nazi parce qu'ils le sont, mais en fait, ils ne le sont pas parce que... ils n'ont pas vécu dans les années 30. Ils n'ont pas vécu dans les années 30 en Allemagne. Ok. Et bon, néo-nazi et néo-fasciste, si vous voulez aussi. Néo-fasciste, non, je pense... Enfin, parce qu'en fait, je suis désolée. Mais non, le fascisme, c'est une idéologie politique qui va au-delà juste du parti de Mussolini. Donc, on peut désigner quelqu'un de fasciste, alors que le nazisme, en soi, est, je pense, plus défini historiquement. Donc, on peut dire néo-nazi. Mm-hmm. Je sais pas si ça fait sens. Oui, parce que le fascisme, c'est pas juste directement lié à Mussolini ?
Bah non, finalement, ça a été dépassé. En fait, ça caractérise plein de régimes de cette époque-là. Ok. Il y a plusieurs régimes fascistes, plusieurs tendances fascistes ou fascisantes. Enfin, c'est quelque chose qui est sorti, c'est pas juste Mussolini. Ok. Mais en tout cas... En tout cas, c'est des fascistes. Et en tout cas, le chef du parti avait proclamé que nous sommes nazis, nous sommes des nazis, mais des nazis pour la Grèce. Donc, si on avait encore des doutes, ce sont des nazis, mais des nazis pour la Grèce. Pour que la Grèce soit avant tout. Pour que la Grèce soit avant tout, voilà. Donc, l'idéologie se caractérise par un antisémitisme fort, bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de minorités. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y reste pas beaucoup de minorités juives en Grèce, un anticommunisme aussi très fort et une structure hiérarchique très verticale et qui est très respectée, très centrale dans la manière dont s'organise cette partie. Et parlons de la structure hiérarchique, ce qui a été révélé lors du procès, quand on a vu tous les documents internes qui existaient encore, parce que beaucoup ont été détruits, c'était qu'il y avait vraiment ce que les nazis historiquement appelaient le principe du chef à l'époque de Hitler étant Hitler, mais à l'époque de Michaloliakos et en Grèce étant Michaloliakos, qui stipule que le chef est genre le Dieu, sa parole est fait loi, et il faut avoir un respect absolu avec le chef. C'est quelque chose auquel tous les membres de l'organisation tous les membres de l'organisation ont censé respecter. Le fait que le chef, il s'appelle en grec ça s'appelle o archigos, mais ils utilisent aussi parfois dans leurs documents des terminologies, des termes allemands, que le chef est avant tout. Et en plus d'être un leader de l'organisation, selon encore une fois la doctrine et les documents internes de l'organisation, le chef est censé incarner la volonté de tout un peuple, du peuple grec en l'occurrence, et c'est à lui de mener le peuple vers son salut. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, c'est un peu ambigu même. Et c'est lui qui connaît le destin du peuple, qui va guider le peuple vers le salut, etc., etc., etc. Et c'est quoi la place de l'Église dans cette idéologie ? Alors, ça c'est assez intéressant parce que dans les premiers documents, dans les premières publications de l'organisation, quand c'était encore un petit magazine, on voyait des idées. En fait, il parlait beaucoup de paganisme, qui est logique parce que Hitler aussi, lui aussi parlait du paganisme. Il n'y avait pas vraiment, le christianisme n'occupait pas une place centrale dans l'idéologie du parti. Et c'est pareil ici parce qu'ils ont vraiment voulu faire la même chose au XXIe siècle, genre fin 20e, début 21e siècle. Donc il n'y a pas, dans les noyaux durs de l'idéologie, il n'y a pas de mention, pas du tout au christianisme. Par contre, dans une société assez conservatrice où l'élément conservateur s'articule beaucoup autour de l'Église et de la foi et du christianisme et de l'orthodoxie. Tu ne peux pas attirer des militants et des membres si tu n'inclus pas le christianisme et l'Église orthodoxe. Donc la stratégie a été un peu pareille que celle suivie par Mussolini ou Hitler, qui a fait un accord un peu implicite, voire explicite dans le cas de Mussolini avec l'Église, en disant que l'orthodoxie c'est un pilier de la race, même si on n'aime pas de la race, de la nation grecque. Donc c'est quelque chose qui. Eux, ils parlent de race. Oui, ils parlent de race. C'est pour ça que j'hésite un peu. Race grecque ? Ouais. Ils disent ça. En fait, il y a vraiment. Moi, je trouve ça. Enfin, je suis désolée si je peux interrompre. Vas-y. Je trouve ça très intéressant parce que, en fait, surtout depuis toujours, en fait, ils ont été ils ont beaucoup écrit. Ils publiaient énormément. Ils écrivaient beaucoup dans des magazines et tout ça. Donc, ils ont eu du temps pour écrire sur leur idéologie. C'est un mouvement qui se veut idéologique aussi. Et en fait, énormément de termes sont des traductions directes
deux termes que on retrouve en fait dans les discours des grands idéologues nazis, dans le Mein Kampf et tout ça. Donc oui, il y a une question de race, de sang et tout ça. Et en fait, c'est que l'Aube dorée promet, entre guillemets, on peut dire, c'est l'avènement de la troisième civilisation grecque, qui est une reprise directe de cette idée que en fait Hitler il voulait le troisième Reich allemand pour l'éternité. Et vraiment, ils sont en train de se caler précisément sur l'idéologie nazie. Juste, c'est comme s'ils ont pris le Mein Kampf et juste ils l'ont traduit en grec. Donc oui, ils parlent de race et ils ont une conception raciale de la nation grecque. Voilà. Et rappelons que c'est un parti qui est entré au Parlement, mais on va y revenir. Donc on va écouter on fait une pause musicale et on revient sur l'idéologie de ce parti-là. Vous écoutez Radio Fréquence, Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est Radio Frigo, l'émission de l'initiative grecque. Et on parle de la violence fasciste et du parti d'Aube dorée. Fun. Ok, est-ce que tu voudrais peut-être finir sur le lien entre Aube dorée et la religion, l'église, pour qu'on puisse passer à la particularité de ce parti? De ce parti ou organisation. Oui, de cette organisation. Mais ça l'a été un parti, donc c'est... Oui, pas... mais selon eux, c'était pas le principal objectif de fonder un parti, c'était ok. d'avoir une organisation. Ok. Ils disaient que la politique, c'est un sale boulot et nous, on le fait que parce qu'il faut que le mouvement survive, des choses comme ça. Bref, on disait que dans un pays où l'aile conservateur, la part la plus conservatrice de la population est orthodoxe, on ne peut pas exclure l'orthodoxie. Tout le monde est orthodoxe. Tout le monde est orthodoxe. 98%. Oui, je pense que c'est très, très révélateur que 98% de la population est déclarée officiellement en étant orthodoxe. Ça ne veut pas dire que tout le monde croit, mais c'est fondateur d'une identité nationale qui s'est construite sur ça. Et je pense qu'on ne peut pas dire que c'est que des gens
radicalisés ou que des gens extrêmes qui y croient. C'est un élément très diffus de la société. Voilà. Donc, on ne peut pas ne pas être orthodoxe ou ne pas accepter les orthodoxes ou les chrétiens pour ces sujets, je sais pas. Et donc, ce qui s'est passé est que, officiellement, les partis, dans leur déclaration et dans leur texte, ils disent que nous acceptons l'orthodoxie est un pilier de la nation grecque, mais il nous faut des orthodoxes qui sont avant d'être des chrétiens, qui sont des grecs, et ensuite des orthodoxes. Et ça, il en va de même pour les membres du clergé. Ils disent que pour qu'un prêtre, par exemple, un pope serve la nation, il faut qu'il soit avant tout grec et ensuite chrétien. Oui, mais c'est finalement, ce n'est pas du tout contradictoire parce que c'est la position même de l'Église, parce que l'Église orthodoxe n'a pas... En fait, par exemple, l'Église catholique est une Église un peu universelle. Ça veut dire que tous les catholiques sont censés regarder vers Rome, alors que l'Église grecque orthodoxe est une Église qu'on appelle autocéphale. Ça veut dire qu'elle a son propre lieu de direction et les liens avec les autres patriarcats orthodoxes sont en fait pas si... C'est pas un lien primordial. En fait, c'est une église nationale. C'est l'église grecque orthodoxe. Donc, en fait, ce n'est pas incompatible. Ils ne demandent pas de changer l'église. Ils demandent quelque chose qui existe déjà. La religion est déjà conçue de cette manière. C'est plutôt, en fait, tu as raison, c'est plutôt sur le regard des chrétiens et de l'Église envers d'autres nationalités, par exemple. Oui, qu'il faut vraiment regarder de manière très... Par exemple, ils étaient en opposition avec le patriarche écuménical, je ne sais pas comment ça se dit. Écuménique. Le patriarche écuménique qui est censé être l'équivalent du pape, mais sans être l'équivalent du pape pour l'Église orthodoxe parce qu'il n'a pas le pouvoir du pape. Donc, ils n'aiment pas cet écuménisme. Et je ne sais pas si ce mot existe. Et la fraternité entre les... c'est vraiment avant tout les Grecs qui peuvent être aussi des chrétiens et qui peuvent être aussi orthodoxes, en quelque sorte. Comme je le comprends, et ils essayent d'enlever, de raser tout élément qu'ils considèrent étant d'origine juive de la foi chrétienne, de la foi orthodoxe, en introduisant parfois de manière un peu maladroite aussi des éléments pour faire les liens entre l'Église orthodoxe et antiquité, dotécathéisme, il y a beaucoup d'antiquité, ouais. Mais ça, c'est quelque chose que Mussolini aussi faisait, qui essayait de faire les liens entre Église catholique et Empire romain, etc. C'était un peu pareil, qui peut être parfois, les résultats peuvent être marrants parfois. Mais je pense qu'il faut une émission entière pour parler de l'Antiquité c'est prévu. Enfin bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous avez fini sur l'Église et oui. On pourrait peut-être parler de la grande particularité que a cette organisation. Contrairement aux autres groupuscules d'extrême droite qui est en fait leur action dans la rue et la violence qu'ils ont. Non ? En fait, oui, selon une chercheuse qui a travaillé sur les trajectoires politiques et surtout dans le cadre du Parlement de l'Aube dorée, c'est que, contrairement à d'autres organisations d'extrême droite en Europe, la particularité est qu'il n'y avait pas de distinction entre milices armées, genre action dans la rue, et présence dans le Parlement. Et présence dans le Parlement, posture officielle, discours auprès des journalistes, etc. Toute décision, pour donner un exemple un peu bête, la décision d'aller agresser quelqu'un dans la rue, aller attaquer quelqu'un dans la rue, et les discours officiels au Parlement, auprès des journalistes, etc., les décisions concernant les deux étaient prises par les mêmes personnes et le chef, en l'occurrence, parce que toute décision dans cette organisation devait passer par le chef ou au moins les autres hauts responsables. Mais finalement, tout devait passer par les échelons. Donc on savait très pertinemment que la figure publique
Daube Doré était celle qui disait allez tuer cet immigré, allez tuer cet antifa, allez tuer cette personne queer. Bah oui et non, en fait c'est quelque chose que... Enfin je pense qu'on va y revenir en refaisant un peu leur histoire, mais maintenant nous on dit ça comme si c'était connu de tout le monde, mais en fait au moment où... Bon, je spoil un peu. Au moment où ils ont été jugés devant les tribunaux, ça a été quelque chose que en fait... la partie civile, les familles des victimes ont dû aller au tribunal le démontrer qu'en fait, ils avaient une idéologie qui faisait que les ordres descendaient. Ce n'était pas quelque chose qui, on peut dire, tout le monde le disait ouvertement. Je pense qu'on va du coup... en fait, dans la partie qui vient juste après, on va parler un peu de comment en fait, ils sont passés de groupuscules ou d'organisations violentes qui... en fait, avaient des actions très restreintes et un nombre aussi restreint d'adhérents à comment ils se sont transformés en partis et en organisations presque de masse. Et en troisième parti plus présent dans le Parlement, enfin dans les votes, quoi. Σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότα στο λος. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι. Και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα τα κοιτάζω τις νύχτες, τις συνήθεις να τρέχουν. Ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα. Προδομένοι από μέσα από τους δυο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα με χμάλωτη με το όπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κατά πένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα. Με μια κούπα στα φίλη του μοβάρτες μου την ώρα. Ήταν λεξίπτω τα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μην φοβηθώ. Κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς στο φανούς, όλες παππούς από τη Σμύρνη. Στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα. Και ο άλλος Κύπρος πηγάς. Στο μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία που ήταν η Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα. Σαν δύο ξενοδοχείο αμερικάνικες πόμπες. Και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες στη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάσα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο. Και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται ένας λαός μαγμένος. Με τα νεύτο μας ζητάει Ολυμπιάδες. Και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Γελάνε οι μπάτσοι, κι απ' την Ομόνια να πετάνε τα κρυγόνα. Στο πυροσβεστικό, στο παράθυρο εικόνες με άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Κοίταξε ρισωμένους να περνούν τη γραμμή για να πόρει φθηνή. Για καζίνο και πουρα έτσι κι αλλιώς μπερδεμένοι. Η πιστή μας καημένη, ο Σολομούς με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Εσύ με τρομάζεις ακόμα. Ο πατέρ της ομάδας, του κόμματος πηλέ, της οργάνωσης μάγκα, δερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού, τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεχείς και σκοτώνεις, τραβήσεις ήμουν ορκής. Έχεις πατρίδα το φούτμπολ, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς στο μέση σου ξένο, κι όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, c'est Radio Fricke, l'émission de l'initiative grecque. Et on parle d'Aube Doré. Alors, comment se développe la violence fasciste dans les années 90 ?
Et pourquoi ce tournant est marquant à ce moment-là? Donc, il y a des circonstances qui ont été particulières, le contexte qui était propice à, à l'émergence, enfin pas à l'émergence, mais au développement et à la prise de pouvoir en puissance de Obdoré. Oui, il faut rappeler que jusque-là, l'organisation se contentait plutôt sur du travail idéologique. Il faisait des conférences sur Hitler, sur à quel point c'était bien dans le Troisième Reich, etc. Ils n'avaient pas vraiment de... C'est pas marrant, mais je ris. Ils n'avaient pas vraiment de présence dans la rue. Ils n'avaient pas encore développé leurs activités violentes. Et c'est à ce moment-là, dans les années 90... où le contexte, comme on vient de dire, est particulièrement propice. D'abord parce qu'il y a une arrivée massive des immigrés, des personnes immigrées depuis les pays de l'Europe de l'Est. C'est à l'époque où on a la dissolution, la chute de plusieurs régimes du socialisme, communiste, notamment en Albanie, où pendant ces périodes-là, on a presque 1 million de personnes qui ont soit arrivés en Grèce et s'y sont installés, soit juste traversés pour aller ailleurs en Europe. Et on a aussi la crise, suite à la dissolution de la Yougoslavie, la crise sur le nom de Macédoine. Et pour ça, on ne va pas entrer plus dans les détails, mais vous pouvez aller écouter notre émission précédente qu'on a faite en novembre 2025 sur les mouvements concernant le nom de Macédoine. Donc c'est dans ce contexte que l'Obdoré décide de multiplier, d'aggraver sa présence, d'augmenter sa présence dans la rue et commence à avoir beaucoup plus de visibilité. Pour donner un petit chiffre par rapport aux arrivées massives de personnes albanaises, en gros c'est en 2001, les Albanaises étaient 57,4% de la population immigrée. Donc c'est le racisme grec, c'est quand même construit autour de l'anti-albanisme, on va dire, du racisme contre les personnes albanaises. Oui, et pour un pays qui n'a pas connu d'immigration dans les années 60-70, comme par exemple la France ou le Royaume-Uni, que c'était un pays d'émigration, les Grecs quittaient le pays. Et donc, on a demandé aussi à une des personnes avec laquelle on a pu parler sur ces conditions de montée en puissance de l'Obdoré. Et on va écouter sa réponse. Le petit contexte, juste, c'est que cette personne fait partie de la Kerfa, qui est le mouvement contre le racisme et la menace fasciste en Grèce. Voilà. C'est donc en 1992 que l'Obdoré a mené ses premières attaques contre l'OSCE, organisation de la Révolution socialiste, car cette organisation disait qu'il existait en Grèce une minorité macédonienne, une minorité turque, et que nous nous opposions au chauvinisme grec. Ils ont incendié nos bureaux et à l'époque, ils ont assassiné le député représentant de la minorité Ahmed Sadek. Et on ne parle pas de choses pacifiques ici, on parle d'attaques fascistes impliquant l'État et les groupements parastataux qui ont ouvert pour la première fois le débat de qui contre-attaque Obdoré. C'était la première grande campagne de grande envergure qui avait été menée pour faire fermer les locaux d'Obdoré. Les centres syndicaux s'y étaient rendus, les syndicats y étaient entrés, et en parallèle, ce sont ces mêmes syndicats qui luttaient pour la fermeture des locaux d'Obdoré, qui ont imposé la régularisation massive de plus d'1 demi-million de migrantes en 1997. Des vagues de régularisation ont suivi en 2000, puis une dernière en 2006-2007, tandis que l'Obdoré tendait de gagner du terrain par des attentats meurtriers. Et nous, on a été victimes d'une très violente attaque qui a abouti au procès d'Obdoré. Le premier procès a se soldé par une condamnation. Et c'est lors d'une de ces audiences qu'a eu lieu la tentative d'assassinat de Dimitris Koussouris, qui est resté 3 mois dans le coma. Du coup, ce qu'on comprend est que les attaques se multiplient contre les personnes immigrées, contre les personnes racisées, contre les militantes de gauche, anarchistes, et contre les squats ou les locaux ou les facs sous occupation. C'était donc des groupes violents qui se mobilisaient, de 10 à 30 personnes, qui avaient des bâtons, des boucliers, des couteaux. Et tout ça nous fait arriver au moment où ils ont gagné de la popularité,
qui, selon nos trois interlocuteurs, était la crise de 2008. Selon tout le monde, je pense que c'est un constat. Voilà, la crise de 2008 a un moment de propulsion de l'Aube dorée. Je pense parce que... Enfin voilà, on a aussi posé la question, on va écouter leurs réponses aux différentes personnes avec lesquelles on a pu parler. Du coup, en fait, pour remettre un peu de contexte, donc l'Aube dorée, d'abord, elle se structure comme un mouvement de rue violent. Ça veut dire ils descendent dans la rue pour tabasser des gens. Et en fait, ils font des sections d'assaut avec 10 à 30 personnes qui, en fait, sont des personnes qui viennent dans le quartier, sont implantées dans le quartier, connaissent le quartier, connaissent les cibles, vont cibler des personnes qui vont identifier en avance, par exemple des petits commerçants qui sont immigrés, qui tiennent un petit commerce et tout ça. Et donc ça, c'est l'action, le côté violent de l'action. Et après, en fait, à partir des années 90, il y a aussi une partie officielle qui va se structurer autour du fait qu'il commence à se présenter aux élections. Et donc, il y a un parti aussi qui est constitué. Et en fait, le moment qui a vraiment, je pense, marqué le plus l'histoire de l'antifascisme en Grèce, c'est qu'en 2012, aux élections, l'Aube dorée entre pour la première fois au Parlement grec en faisant 7% des voix, ce qui est un score pas du tout négligeable. Et donc, on a posé la question de comment on en est arrivé là, en fait. Comment, en 2012, donc 4 ans de crise, l'Aube dorée entre au Parlement. Donc, d'abord, on va entendre un camarade qui a grandi à Athènes, qui va nous parler de son point de vue. Et ensuite, une deuxième réponse de la même personne qu'on a entendue tout à l'heure, de la Kerfa. Κοίτα, νομίζω λίγο πολύ είναι πολλά πράγματα. Για μένα αφετηρία νομίζω είναι η κρίση. Νομίζω ότι ξέρεις... Pour moi, le point de départ est la crise. C'est à cette période que se transforment beaucoup de standards. Un d'eux étant que les gens découvrent que leurs voisins peuvent être des fachos. Cela, de base, n'était pas si visible, car le fascisme se base sur des intérêts matériels. Donc, après la crise, je pense que c'est plus omniprésent. Je dirais donc à partir de 2009, même si je me souviens, en tant qu'élève, avant décembre 2008, qu'ils ont fait une apparition un peu dans les écoles, avec plusieurs cons qui criaient « Vive l'Aube dorée » sans même comprendre ce que ça signifie. Mais après la crise, ça devient organisé. Ça devient plus intensément organisé. C'est plus apparent. C'est comme ça que je me souviens du début, en quelque sorte. J'ai l'impression que les gens qui étaient dans le centre d'Athènes, parce que moi j'ai pas grandi dans le centre, j'ai grandi à Iléopolis, en dehors du centre. Donc je pense au centre Victoria, Omonia, Kypsel, Katopatissia. Ces gens ont peut-être été plus en contact avec Aube dorée. Moi j'ai compris plus tard que dans le centre ça a commencé avant 2009. Mais après, donc après la crise, dans tous les quartiers, quelque chose se passait. Et comme eux, nous aussi, notre organisation a énormément augmenté à ce moment-là. Donc il y a des groupes qui se sont formés dans les quartiers et des réseaux qui se sont formés. Écoutez, il faut se pencher sur la période 2009-2012. C'est la période durant laquelle la crise économique s'est déployée. Rappelons que cette période est précédée par l'année 2008, qui marque le déclenchement de la crise. En Grèce, la réponse des classes populaires a pris la forme d'une révolte. Il ne faut pas l'oublier. C'était le premier avertissement. Face à un système qui nous conduit à la crise, nous résistons. Et le système, quelle a été sa réponse ? C'était le meurtre d'Alexis Grigoropoulos, ainsi qu'en même temps, un meurtre qui est passé inaperçu, le même jour, un migrant, Nazir Gül, qui avait également été assassiné. À cette époque, la police assassinait des immigrés, assassinait des lycéens, afin de faire passer le message que, dans la période qui s'ouvrait, vous seriez traités avec dureté par la répression et le racisme. Le fait qu'ils aient perdu le contrôle au début de cette période signifie qu'un immense mouvement se dressait face à eux. Et donc, lorsqu'on en est arrivé à l'adoption de mesures économiques drastiques, les syndicats ont pris les devants en organisant des grèves générales de très grande ampleur, mobilisant des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui descendaient dans la rue pour manifester, entre le Champ de Mars, le Périotouares, jusqu'au Parlement. Et à cette époque, le gouvernement chargé de gérer tout ça
le gouvernement Papademos, était un gouvernement qui n'avait aucune légitimité. C'était pas un gouvernement élu. C'était comme à l'époque de la montée en puissance d'Hitler. Tout à coup, on oubliait les élections et on nommait les chanceliers les uns après les autres. En Grèce, pour la première fois, c'est un banquet qui sortait du Parlement. C'était Papademos. Afin de garantir que cet État signerait des mémorandums et des accords avec la Banque européenne, le Fonds monétaire international et les organisations internationales pour sauver les banques, le capital et pour que la classe ouvrière paye. En démantelant le système de sécurité sociale intégré au salaire, source principale de spoliation. Dans ce conflit entre les classes, la dynamique qui s'est ouverte a été la débâcle du PASOK et de la Nouvelle Démocratie. Le Laos s'est retrouvé impliqué dans la crise en entrant dans le gouvernement Papademos, et c'est là qu'une double porte s'est ouverte. D'une part, le virage massif vers la gauche, ainsi que Syriza, qui est passé de 3 à 4% à 27%. Donc, pour être clair, la population ne s'est pas tournée vers l'extrême droite à l'époque. Elle s'est polarisée, et l'immense courant s'est orienté vers la gauche. La montée en puissance d'Obdoré s'inscrit en partie dans cette polarisation et dans l'effondrement du bloc de droite. De qui l'Obdoré a-t-elle hérité? Elle a hérité de 3 éléments. Le premier, ce sont les anciens partisans de la junte militaire, de la dictature. L'extrême droite traditionnelle qui existait en Grèce et qui représentait environ 4 à 5% des voix. Ce sont ceux qui ont voté pour le Laos lors des élections précédentes et le Laos a obtenu 4,5% des voix. Le deuxième segment, plus petit, est celui de l'Obdoré, avec ce qu'il y a autour, les bataillons d'assaut. Mais il s'agit d'une frange très minoritaire, de l'ordre de 0,1%. Donc c'est les quelques 10 000, 15 000 que l'Obdoré avait recueillis lors des élections précédentes. Donc même moins qu'à Darcia. Et il y a une troisième composante due à l'effondrement de la Nouvelle Démocratie. Ce que j'appelle la tour de droite. Et il gagne tout un pan de l'électorat, précisément parce que les partis d'opposition jouent la carte du racisme. Et les membres de l'Obdoré disent « ce sont des imposteurs, nous sommes les authentiques, nous sommes les originaux, c'est nous qui les poignardons, qui les pourchassons, qui les frappons. C'est nous qui libérons vos quartiers, rejoignez-nous ». Ils ont donc raillé une partie des petits bourgeois indignés, des franges de la Nouvelle Démocratie. Ils n'ont pas gagné des voix de la gauche. Au contraire, la gauche a fait un bond en avant. Ainsi, Obdoré progresse, mais elle le fait dans un contexte où le mouvement ouvrier et la lutte sociale sont très puissants et où l'opinion publique se tourne vers la gauche. Ce sont des circonstances très particulières qui nous ont permis, en tant que Kelfa, à l'époque, de constater et de dénoncer. Car on avait déjà mis en garde contre la montée d'Obdoré, avant 2012, et on nous prenait pour des excentriques. On nous disait qu'en agissant ainsi, nous les faisions de la publicité. Je rappelle qu'avant 2012, il y a eu 2010. Et 2010, ce sont les élections municipales d'Athènes, lors desquelles Obdoré, fort de son succès à Agios Panteleimonas, a été élu et est entré au Parlement avec 5,3%. À l'époque, Tsipras, qui avait fondé Ville Ouverte, lors des élections précédentes, avait obtenu 11,3% et ne se présente pas lui-même en tête de liste, mais une autre candidate. Peu importe que ce soit quelqu'un d'autre qui se soit présenté, mais la dynamique ascendante qu'il avait perdue, il l'a perdue à moitié de sa force, et la Ville Ouverte a obtenu 5,5%. Et quelle était la différence? La Darcia, dans le quartier d'Athènes, qui a été élue grâce à une liste électorale, étant la seule à compter parmi elles des membres immigrés, asiatiques, africains, bangladais, pakistanais. Aucune autre formation de l'opposition et de la gauche n'a présenté de tels candidats, car on les menaçait de leur faire perdre leur siège. Le Conseil d'État, la droite et l'extrême droite affirmaient « Nous allons introduire un recours pour faire annuler ces élections ». Et donc, en présentant cette liste, nous avons été élus à la mairie d'Athènes, ce qui a constitué un choc politique. Voir Obdoré et la gauche révolutionnaire siéger au même conseil municipal. C'est donc ainsi, et cela s'est transformé en champ de bataille, que lors d'un conseil municipal, Michaloliakos, le chef d'Obdoré, a levé la main et a adressé un salut nazi. Et c'est là que nous les avons dénoncés à l'échelle nationale. Ce qu'on disait avant les élections, à savoir qu'Obdoré est une bande de néo-nazis et que le slogan « Dehors les fascistes » est devenu le cri de ralliement de milliers de personnes en Grèce, il faut donc replacer l'année 2012 dans son contexte.
Et ce qui avait précédé, c'est que la gauche n'avait pas pris au sérieux la menace fasciste et la sous-estimait. C'est ainsi qu'il y a eu à maintes reprises de vives critiques et des affrontements avec nous qui disions « On organise un contre-rassemblement à Agios Panteleimonas. On organise un contre-rassemblement à Nikaia. » À chaque endroit où une attaque fasciste avait eu lieu, où il y avait des locaux qui ouvraient, on était là, avec tout un mouvement. Et la réalité, c'est de savoir qui était présent. C'était la Kelfa, avec les partis politiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y avait même pas l'entièreté d'Adarsia. Nous étions minoritaires avec Adarsia, avec un groupe d'anarchistes et la communauté pakistanaise en Grèce. L'unité pakistanaise en Grèce. Sans la participation des Pakistanais, les manifestations de masse dans les quartiers clés, Nikaia, Peristeri, Eraleo, Liosia, Aspropyrgos, là où Obdoré tentait de s'implanter, on n'aurait pas remporté cette bataille. Donc en fait, l'aube dorée, ce qui en ressort, je pense surtout, c'est qu'elle utilise donc la crise pour créer cette base électorale. C'est qui lui permet finalement d'avoir cette double action, des actions violentes et en même temps de structurer en fait une participation au monde politique, on va dire entre guillemets respectable, en ayant ce parti-là. Et donc, le fascisme qu'on peut appeler organisé, parce que c'est un fascisme qui attaque dans la rue, mais de manière coordonnée. C'est pas juste des gens qui descendent dans la rue faire n'importe quoi. En fait, il y a un entraînement, il y a des ordres qui descendent et tout ça. Ça apparaît à peu près en 2008 et se développe progressivement en 2008, 2009, 2010. Et notamment, je pense que le plus emblématique était l'opération Agios Panteleimonas. Donc, Agios Panteleimonas est un quartier très populaire d'Athènes où vivent beaucoup de personnes immigrées. Et donc, Chrysiavier a réussi à s'implanter de manière quand même assez forte à Agios Panteleimonas, avec aussi le soutien de certains habitants qui étaient grecs, et donc qui se sentaient, on va dire, entre guillemets, menacés par les immigrés, et donc qui ont accueilli l'Aube dorée. Et ce qui est très intéressant, c'est comment ils ont pu opérer à Agios Panteleimonas, parce que ils faisaient en fait, en même temps, ils attaquaient des immigrés, ce qui est juste, en fait, des opérations terroristes contre les immigrés, avec notamment des chasses à l'homme qui sèmaient totalement la terreur dans ces communautés-là. Et en parallèle de ça, il protégeait des commerces contre le paiement de différentes sommes, c'est qu'il y a une pratique tout à fait banale à Athènes, pratiquée par la mafia, qu'en fait, pour tenir un commerce, il faut payer une protection à la mafia. Donc, en même temps, il faisait ça, c'est qu'il leur permettait d'avoir de l'argent. Et enfin, il faisait des opérations, on peut appeler ça pseudo-sociales, parce qu'en fait, il faisait des distributions. C'était très emblématique, ça passait à la télé même. Il y avait des distributions alimentaires qui étaient réservées aux Grecs, donc il fallait y aller avec une carte d'identité grecque pour accéder à la distribution alimentaire, à savoir qu'en Grèce, la nationalité, c'est le droit du sang, donc elle n'est transmise que par le sang, il n'y a pas de droit du sol. Et donc, ils faisaient aussi des coups de com', un peu comme ça, où ils mettaient en avant leurs actions, on va dire, entre guillemets, sociales. Mhm. À part pour Tom Hanks, qu'il a eu par éloge du président, du Premier ministre. Bon, bref. Mais donc, comment évolue son idéologie à Aube dorée ? Est-ce qu'elle est identique ? Est-ce qu'elle change ? Est-ce que la société grecque l'oblige à changer pour s'adapter à ses besoins ? Comment ça se passe ? Alors, comme on a déjà dit, le fond idéologiquement parlant, ça s'apparente, ça tire son idéologie directement du Parti national-socialiste allemand. En fait, pour moi, la question, ça serait comment est-ce qu'un parti qui se voulait national-socialiste, comment est-ce qu'il arrivait à dissimuler ça, parce que forcément, on a vu qu'ils ont, par moment, ils ont essayé de dissimuler leur vraie identité. Donc, c'était pas si difficile à voir, parce que quand on voyait par exemple les sondages aux élections, on voyait un symbole qui ressemblait beaucoup à une croix gammée. Oui, mais je pense que c'est toute la question. Je pense qu'on peut en discuter, mais reconnaître un symbole, c'est être en capacité de le reconnaître. Et je pense que c'est la question de qui était en capacité de décrypter les symboles, l'idéologie. Je pense que
il faut avoir certains codes, en fait, pour comprendre que quand quelqu'un parle d'un chef ou d'une troisième civilisation grecque, que ça fait penser nazi. En fait, c'est des codes, c'est des connaissances. Et je sais pas... alors que publiquement, ils niaient leur lien avec le nazisme. Enfin, c'était pas si évident que ça. Ils niaient leur lien, ils apparaissaient avec des drapeaux, par exemple, quand ils faisaient des manifs dans la rue, etc. Ils portaient des drapeaux. Il y avait aussi leurs symboles. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, qu'il faut avoir un certain capital culturel, historique. Capital historique, je pense, surtout. Et c'est pour ça que... En fait, l'État grec, depuis 1945, il a été construit sur un ordre sur un principe qui était de exclure ceux qui ont résisté au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était les communistes qui ont résisté. L'objectif de l'État grec, c'est de les anéantir, de les exclure, de leur faire changer d'idéologie. Et je pense que finalement, une vague très lointaine de tout ça, ça a été l'Aube dorée. Ça a créé un brouillage total dans le souvenir des gens de ce qu'est le fascisme réellement et ce qu'est l'antifascisme réellement. Les fascistes de 40-45 ont été renommés antifascistes après 45 et ils ont eu des décorations de l'armée pour leur soi-disant lutte, alors que c'était des collaborateurs. Et je pense qu'un pays qui honore les collaborateurs, très facilement, on peut retomber en fait dans le fascisme parce qu'il n'y avait pas de référent antifasciste dans l'imaginaire collectif. Et je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir, peut-être en essayant de penser peut-être à des personnes que certaines connaissent qui ont voté pour eux. Est-ce que tout le monde avait connaissance que c'était des nazis? Est-ce qu'il y avait des personnes qui ont voté pour eux en étant ignorants de leur idéologie? Je pense que c'est des vraies questions. À mon avis, en parlant d'expérience personnelle, il y avait, ce que les gens reconnaissaient, ce que les gens pour voter pour l'Aube dorée reconnaissaient à cette organisation, c'était l'action violente. Ça, c'était violente surtout dans le cadre de l'établissement politique qui était ressenti, était perçu comme une source de trahison. Qui était, oui, parce qu'on est en 2008, les gens vivent de la violence en permanence, donc en fait, ils ne sont pas gênés par la violence. Non, et ce qu'ils demandent, c'est qu'ils voient à l'Aube dorée, c'est une organisation qui va se tenir, contre, va agir contre l'établissement politique. Oui, c'est anti-système. C'est anti-système, et ça plaît et beaucoup, violent. Ça. Voilà. L'anti-système a beaucoup plu. Après, surtout... à quel point ils comprennent qu'est-ce que c'est que... ils y voient l'idéologie et les symboles nazis, je ne sais pas, et je ne suis même pas sûr que ces personnes connaissent qu'est-ce que c'est que le nazisme. Je crois que si on n'a que les informations qu'on a reçues à l'école, par exemple, dans les cours d'histoire, on parle plutôt en fait, on n'en parle même pas, mais on parle plutôt d'allemand, de la guerre, etc., de l'occupation, mais pas beaucoup plus que ça. On se penche pas vraiment sur l'histoire. Oui, sur l'idéologie. Petite parenthèse, effectivement, dans les manuels scolaires grecs, dans la manière dont l'histoire est présentée, la guerre de 40-45, c'était une guerre qui a été menée par les Allemands en tant que pays, peuple, nation, mais pas par... En fait, la partie idéologique est totalement retirée. On parle tout le temps de allemand. Ce qui fait que les Grecs, toujours, en fait, je pense, en tant que pays, entretiennent aussi une haine envers les Allemands. Mais la partie idéologique de la Seconde Guerre mondiale est oubliée. Qui est d'autant plus... un oxymore, vu que pendant la période de la crise, il y avait vraiment une haine envers les Allemands, parce que les Allemands, c'était les initiateurs, c'était eux qui avaient initié les mesures d'austérité, etc., mais pas contre le nazisme. Donc, on a juste fait du cherry picking, on a juste gardé la haine envers les Allemands historiquement, qui découlait, qui venait de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas l'antifascisme, quoi. Mais c'était pas plutôt un truc un petit peu plus simple que tout ça? C'est plus, ok, l'État nous pisse à la gueule, on n'a pas l'impression ils se foutent de notre gueule, les politiciens.
Et on voit que les seuls qui font vraiment du travail de rue, c'est eux. Donc eux, ils mentent pas, ils font vraiment le travail que l'État devrait faire. Les autres, c'est des hypocrites, donc on va voter pour eux. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut quand même avoir une base de comment tu comprends le monde pour te dire pourquoi aller vers eux et ne pas aller vers, par exemple, la gauche. Bah parce que c'est ce qu'il disait dans l'audio qu'on vient d'écouter. Oui, c'est les Il gens de disait droite que- qui partent vers Ouais, les l'extrême gens droite. de droite partent vers là-bas et les gens de gauche se sont polarisés à gauche. Oui, mais en fait, là, c'est une autre question, je pense, plus profonde sur ce qu'est la Grèce. C'est pourquoi en Grèce, la droite fait des aussi bons scores, alors que c'est un pays qui, historiquement, elle a une très petite classe moyenne. Elle a une classe dominante extrêmement riche, mais ça marche pas. Enfin, leurs votes sont. Enfin, en fait, pourquoi en Grèce, si on peut dire c'est trop simpliste, mais il y a une vérité dans ça. Pourquoi en Grèce, les gens pauvres votent à droite? Mais Et c'est du pas, coup, c'est pas plus de l'abstention que du vote à droite? Non, je pense qu'il y a un réel vote à droite en Grèce parmi les classes populaires, persuadées que c'est la bonne voie. Et je pense que ça revient sur cet élément que l'État est. On en a parlé plusieurs fois, je pense que l'État est vraiment très nationaliste et identitaire. Et tout ça, que la nationalité, c'est un droit de sang. En fait, il y a ce mythe en Grèce que les Grecs sont un peuple exceptionnel. sage, Oui, meilleur qui que a les... tout inventé. Ouais, avant qui a tout tout le monde. inventé, meilleur que les autres, et puis c'est trop injuste parce que tout le temps il y a un truc qui marche pas, mais et qu'en fait l'État grec aussi est excluant par nature. Les migrants n'ont pas de place en Grèce parce que c'est impossible de. Un enfant né de parents immigrés n'a pas automatiquement la nationalité. Enfin, c'est un État qui exclut en permanence, qui entretient ça. Et oui, il y a une affinité entre classe populaire et la droite parce que l'anticommunisme a fonctionné. Parce que les gens qui étaient communistes ont terminé dans des camps de concentration et ça a eu des répercussions à très long terme. Je sais pas, parce que en vrai, la droite, elle a percé que après la crise, donc je sais pas. Bah non, la droite a gouverné historiquement la Grèce. Jusqu'à l'époque de Papandréou. Ouais, après Papandréou, il y a eu quand même une grosse part de Grèce socialiste, centre-gauche. Oui, mais on peut pas dire, la Grèce quand même a été gouvernée historiquement. Oui, je suis d'accord. En fait, c'était vraiment l'exception. Les années PASOK, les années des socialistes, à mon avis, c'était une exception. Et au fur et à mesure... Et il y a des gens aussi, juste... Il y a des gens qui ont... Quand ils ont voté pour PASOK, ils ont voté pour la première fois de leur vie à gauche. Mm. Et peut-être là... Et parce que, en fait, oui, PASOK a distribué de l'argent et tout ça, mais... Pour revenir à cette question, je pense que c'est... L'histoire du pays a fait que les gens ont des... Il y a une partie de la population qui va avoir une identité nationaliste plus accentuée qui va les permettre potentiellement d'être à l'extrême droite, pas forcément. Oui, c'est vrai. Enfin, ce on peut définir comme de la fierté nationale, par exemple, ça existe partout. Je pense qu'il est aussi augmenté par l'orthodoxie. Parce qu'on a grandi avec cette sens d'être le meilleur, qui vient aussi de notre pensée chrétienne. Et comment, peut-être écouter un peu comment dans ce contexte s'organise la riposte antifasciste et s'il y a vraiment une partie de la population qui a résisté, quelle était la nature, le nombre de cette résistance. En tout cas, notre interlocuteur de Kelfa, il a dit que en 1986, Obdoré a été complètement supprimé des facs et des associations et des syndicats universitaires, c'est ça? Syndicats étudiants, ouais. Et qu'ils n'ont plus jamais réussi à y entrer et qu'ils n'avaient plus de présence dans les syndicats de fac, ce qui je trouve quand même très intéressant comparé à leur présence ailleurs. Peut-être écouter plus longuement ça. La création de la Kelfa, donc du mouvement contre le racisme et la menace fasciste. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν ιδρύεται η Κερφά έχοντας
À cette époque, donc, l'action de la Kerfa, qui visait avant tout à les exclure des quartiers, à les empêcher d'entrer au Parlement, dans les municipalités, dans les régions, dans les syndicats, à mettre fin aux pogroms et aux agressions fascistes. Et en même temps, la raison pour laquelle nous nous sommes baptisés Kerfa, donc Mouvement uni contre le racisme et la menace fasciste, c'est parce que nous avons défendu l'idée qu'on ne peut pas lutter contre le fascisme sans lutter contre le racisme. Et notre première action fondatrice a été d'organiser une manifestation contre les camps de concentration qui s'ouvraient alors à Aspropyrgos et à Ritson. Et là, l'extrême droite, l'Aube dorée, est venue dire non aux camps de migrants clandestins. Elle s'y opposait parce qu'elle voulait que nous les expulsions tous. Dehors tous les étrangers, fermons les frontières, et que tous ceux qui se trouvaient en Grèce soient envoyés dans les camps de concentration. Mais pas n'importe où, comme le voulait Aube dorée, sur les îles, pour construire des prisons flottantes. C'est donc dans cette optique que la Kerfa a été fondée, en juillet 2009. Elle a été créée pour empêcher l'entrée du Laos au gouvernement, ce qui s'est produit. Et c'est par là que nous avons commencé, en disant que cela ouvrait la voie aux nazis, à des attaques meurtrières. C'est ainsi que la Kerfa a commencé, en faisant référence à la classe ouvrière organisée, aux associations étudiantes, aux habitants des quartiers, en affirmant que nous avions besoin d'un front d'action. Mais un front d'action, pas un front en général, mais que ce front d'action englobe de la social-démocratie jusqu'aux tendances de l'anarchisme, politiquement. Que personne ne soit exclu de l'action commune. Non pas pour nous contenter de parler, mais pour organiser des contre-rassemblements, mener des mobilisations antiracistes, soutenir la lutte pour les frontières ouvertes. C'est là-dessus que nous avons misé. Et c'est ce qui a permis, à partir de ces petites initiatives que nous avons lancées, de créer un mouvement de masse. Un mouvement de masse contre les néo-nazis d'Aube dorée. Donc, effectivement, on a parlé de la montée de l'Aube dorée, mais aussi il y a une réaction très forte, il y a une réaction de masse face à cette montée de l'Aube dorée. Donc, entre 2012 et 2013, il y a à peu près 100 000 personnes qui se mobilisent dans toute la Grèce. Dans 30 villes différentes, il y a des rassemblements contre l'extrême droite. Et dans les grandes villes, il y a des rassemblements dans des différents quartiers. Et donc, dans chaque ville, dans chaque quartier où l'Aube dorée ouvrait des bureaux, il y avait une mobilisation contre le fascisme. En tant que Kerfa, on avait organisé une réunion nationale et internationale, au cours de laquelle on avait appelé à la création de sections Kerfa dans toute la Grèce. À cette époque, on comptait plus de 80 mouvements locaux qui fonctionnaient selon un mode d'assemblée et disposaient d'un comité de coordination ouvert, mais qui était plus ouvert qu'on ne peut l'imaginer. On disait qu'on voulait collaborer avec tout le monde, pas nécessairement que les forces se joignent à nous, mais qu'on collabore tous ensemble. Et le résultat, c'est qu'il y a eu des collaborations formidables et rapides. Et on disait « les fachos hors de nos quartiers ». Le slogan qui prévalait était celui qui suit, très simple, et se répandait dans toute la ville. Ni à Athènes, ni nulle part ailleurs, tabasser les fachos dans chaque quartier. Chacun y ajoutait sa ville. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un mouvement de masse, contre la présence des néo-nazis. Et en même temps, c'était un appel à la solidarité envers les immigrés. Pas touche aux immigrés. C'est comme ça qu'on avait réussi à mettre sur pied un mouvement aussi puissant. Même Michalogliakos lui-même déclarait lors d'un congrès qu'on avait un gros problème et que celui-ci était les contre-manifestations et les plaintes qu'on faisait contre lui. De notre côté, on avait décidé par principe de faire constamment des plaintes contre Aube dorée pour mettre en lumière leurs relations avec la police et avec l'État. Car c'est ce qui se passait. La police les couvrait, empêchait les immigrés, comme on l'a dénoncé à maintes reprises Javed Aslam, de porter plainte et arrêter les victimes des agressions racistes au lieu des auteurs. On avait donc adopté cette tactique afin qu'il y ait un très grand nombre de plaintes contre les personnes impliquées dans les agressions racistes. Alors, du coup, cette vision est pas partagée par tout le monde. Le mouvement antifasciste n'est pas nécessairement d'accord là-dessus. Donc, écoutons une deuxième personne. Οι αντιδράσεις ήταν γνωστές, δηλαδή συνελεύσεις, πορείες, συγκρούσεις και τέτοια.
ασχολούμασταν συνέχεια με αυτό το ζήτημα. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι Les réactions ont été les habituelles. Assemblées, manifestations, affrontements. On était constamment mobilisés sur cette question. Ce qui m'avait frappé, c'est que 2008 était relativement récent. L'insurrection de décembre 2008, 5 ans avant, on ne peut pas dire que c'était tout proche. Mais ce n'était pas non plus très loin pour ceux d'entre nous qui l'avions vécu. On se souvenait. 2013 était encore un peu dans le sillage de décembre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand c'est arrivé en 2013, on s'attendait à un chaos total. On s'attendait, il y avait eu des indignés et toute cette agitation des années précédentes. On se disait, en 2013, les fascistes viennent de tuer un antifasciste, ça va être le chaos. Je peux dire que le chaos attendu par certains n'a pas eu lieu. Certes, certaines manifestations à Athènes ont été très massives, et les marches vers Keratini, vers les cafés de l'Aube dorée, etc., on ne discute pas. Mais ce que nous, qui avions vécu 2008, attendions en termes de fréquence des actions de masse ne correspondait pas vraiment. Et je ne parle pas seulement d'Héraclion, je parle de manière générale. À Héraclion aussi, on a connu quelque chose de similaire. Je le souligne pour dire, oui, on a réagi, oui, on s'est organisé immédiatement, mais il y avait quelque chose qui ne répondait pas aux attentes, montrant qu'une partie de cette ardeur insurrectionnelle, de cette combativité et de cette organisation qui avait caractérisé décembre, s'était perdue. Et que se passe-t-il dans les quartiers d'Athènes? Un dernier, peut-être, audio pour cette partie-là. J'ai plusieurs choses en tête. À Héliopolé, dans notre quartier, il n'y a jamais eu d'organisation locale, ni de bureau, etc. Mais il y avait des groupes de potes qui étaient isolés, mais qui étaient obligés d'aller dans d'autres quartiers. Le plus proche de nous était à Alimos. Ils faisaient du taf, mais heureusement, à Alimos et au quartier autour, je dirais pas que la situation avec les fachos nous envahissait. Évidemment, ils étaient là. Et évidemment, il y avait des slogans sur les murs, mais je pense que notre présence était beaucoup plus forte dans ces quartiers. Je me souviens d'un événement caractéristique dans notre quartier, qui était aussi dans leur dossier judiciaire d'ailleurs. C'était une attaque à un QG rattaché au Alpha Kappa, un groupe anarcho-communiste à Héliopolé, qui s'appelait το Συνεργείο, l'usine. Si je me trompe pas, celui qui était le chef du groupe d'Aube dorée qui est arrivé en manif de moto à Héliopolé ce jour-là, en tabassant des gens qui étaient à l'intérieur du QG et en cassant des vitrines, était, je crois, La Roche. Et leur groupe local était basé à Nikia, je crois, près du Pirée, en tout cas. Je me souviens pas exactement. C'est l'événement, on va dire, le plus chamboulant qui se soit passé dans notre quartier, je pense. Il y a eu des réactions de notre part, des manifs, des collages, et à ce moment-là, il y a eu une coordination de groupes qui rassemblait les banlieues sud et est qui s'est montée. Donc les quartiers de Víronas, Pagrati, Kessariani, Imitos, Daphne, Léopolis, Rachami, et tout ça autour. C'est toute une partie d'Athènes. Les groupes de chacun de ces quartiers se sont rassemblés dans une coordination et en parallèle, il y avait un réseau de banlieue sud qui faisait du taf dans la rue plutôt. C'était pas une assemblée, mais un réseau de personnes. Mais je pense, et c'est mon avis, que les réflexes du milieu antifa étaient beaucoup plus forts dans ces quartiers que ceux des fachos. J'ai retrouvé la date de cet événement-là, de l'attaque du QG, c'était le 10 juillet 2013, donc 2 mois avant l'assassinat de Phissos. On a entendu plusieurs fois des personnes qu'on a interviewées parler de Phissos, mais on va y revenir, entre 2012 et 2013, où l'Aube dorée était le plus active dans la rue, il ciblait principalement des personnes, entre guillemets, un peu oubliées, un peu délégitimisées, surtout des immigrés, il ciblait aussi des squats et des organisations, des squats ou des... Oui, beaucoup d'organisations syndicales aussi, le milieu anarchiste, des locaux du Parti communiste aussi,
Ils ont reçu des attaques, mais c'est des gens qui n'intéressaient absolument pas surtout les médias. Les médias, l'État ou la police. Et donc c'était pas gênant, c'était pas des cibles qui intéressaient l'État. Mais tout ça allait changer en 2013 quand des membres de l'Aube dorée ont attaqué et ont tué un rappeur antifasciste et Pavlos Fyssas. Qui performait sous le nom de Killa P, qu'on va entendre maintenant avant de vous parler de son assassinat. Εκτός ελέγχου Κυλαπία το 2009 Εκτός ελέγχου μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος μισάχτη και άρχισε να βρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεκυλήσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και ταβέλα τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώτη μου γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι στη Γένοβα. Κατά απ' τα γέροχο βλέμμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πά να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Ένα βάρος στη συνείδησή μου. Δεν είναι τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν μαζί μου. Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι μας πήγε στραβά. Μου ολοκληρεί τη γενιά του 79. Τι έχεις πάθει πες μου πραγματικά, ειλικρινά, που οδηγούν όλα αυτά τα σκατά. Με ρωτάς αν όλο αυτό το πράγμα έχει ουσία, ρώτα τον μπάτσο που τον πάγανε μια νύχτα κρύα στη αστεία. Όλη η ζωή μας έχει αλλάξει σε ένα δράνο, ένα βυσί και ένα πολυτελές αμάξι. Και πλέον δεν χρειάζεται να βρω να κυνηγήσω, αφού το Facebook μου δίνει όποια κόμμενα ζητήσω. Και μην τολμήσω να τα αμφισβητήσω, γιατί με απειλεί με του λογαριασμό ολική διαγραφή. Πω ντροπή, τι θα πω τώρα στο στάτους. Έπαψα να είμαι απ' τους τύπους τους γαμάτους. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Ανακεφαλαιώνοντας στην τρίτη πράξη, δεν νομίζεις πως τα λόγια τελειώσαν, ώρα για δράση. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου και πες μου πως σου φαίνονται να είναι όλα εντάξει. Η πορνογραφία και για χρόνια χορηγία μέσα από θεσμούς που τους βαφτίσαν καλυστία. Αηδία με πιάνει με την τόσα διαφορία. Πως σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία. Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει και εσύ περιμένεις να στο πει μια πόρνη που τελειώνει. Αφήσαμε να καούν τα δάση έτσι για πλάκα και εμείς επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα. Πλάκα θα έχει τώρα μάγκα να γκρινιάξεις, αφού δεν έκανες ποτέ κάτι για να τα αλλάξεις. Σφίξε το ζωνάρι κι άλλο τώρα στη λιτότητα και πες μια καλημέρα στη νέα σου ταυτότητα. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est Radio Frico, l'émission de l'initiative grecque. Et vous venez d'écouter la chanson de Killa P avec Thanassimos qui s'appelle Εκτός ελέγχου, en dehors, sans contrôle, hors contrôle. Hors contrôle. Donc, si tu veux nous présenter un peu Pavlos Fyssas. Pavlos Fyssas, connu sous le nom de Killa P, un rappeur originaire de la banlieue de Keratsini, donc dans le sud d'Athènes. C'était un antifasciste, dans une époque où le hip-hop grec était assez apolitique. Donc, c'est après sa mort que le hip-hop est devenu politique, plutôt, ou que les deux cercles, en tout cas, se sont croisés, on va dire. Mais il avait une identité politique assez claire quand même, qui se reflétait dans ses morceaux à lui. Et c'est ça qui a fait de lui une cible de l'Aube dorée. C'est-à-dire ses paroles, les choses qu'il disait dans ses chansons. Donc, Pavlos Fyssas est assassiné le 18 septembre 2013. Et en fait, l'assassinat, la manière dont ça s'est déroulé est très révélatrice de comment l'Aube dorée fonctionne comme organisation criminelle. Parce que en fait, il a croisé dans une sorte de café-bar
des membres de l'organisation locale de l'Aube dorée, donc de l'organisation de l'Aube dorée qui se situe à Keratsini, qui était en fait une orga quand même assez importante parce qu'ils jouaient un rôle important, ils étaient soutenus en fait largement dans ça. Même il y a des gens qui disent qu'ils étaient soutenus par le gouvernement même, parce qu'à Keratsini, il y a énormément de gens qui habitent, qui travaillent à Perama, où c'est les chantiers navals de Perama. Et du coup, l'Aube dorée avait un peu un rôle de déstabilisation des luttes syndicales dans ces quartiers-là. Donc, ils étaient hyper bien implantés. Ils ont croisé Pavlos Fyssas. Et en fait, les membres du parti qu'ils ont croisé à ce moment-là font remonter l'information dans le parti par des échanges de SMS. Et l'info remonte jusqu'aux députés et chef de l'orga local d'action de Nikia, qui était Jans Laroche. Et c'est lui qui... Piraeus ou Nikia, je suis pas sûr. Bon, qui était en fait... Enfin, il était en haut de la chaîne. Et en même temps, il organisait des actions de rue violentes. Et en même temps, il était député. Et c'est lui qui a directement donné l'ordre pour l'assassinat de Pavlos Fyssas. Ça renvoie un peu à ce qu'on disait sur la non-séparation entre décision sur l'action dans la rue et sur la présence parlementaire et l'organisation, la présence institutionnelle de l'Aube dorée. Oui, parce qu'en fait, je pense que quand ils ont gagné une présence institutionnelle, ils avaient déjà les actions violentes et juste ils n'ont pas séparé les deux. C'est les mêmes gens qui tabassaient des gens dans la rue, qui se sont présentés en tant que députés et qui ont gagné des élections. Et effectivement, son assassinat, l'information se propage très très rapidement. Le Kelfa fait une annonce officielle directement pour en fait démentir le discours tenu à ce moment-là par l'Aube dorée, parce que l'Aube dorée, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'était une bagarre pour le foot, parce que ce soir-là, effectivement, il y avait un match de foot, et que en fait, c'était un truc entre supporters d'équipe, et que nous, on n'a rien à voir dans cette histoire-là. Et Kelfa va directement sortir pour dire que c'est un assassinat organisé par l'Aube dorée. Et le jour même, le lendemain plutôt, après le lendemain, parce que ça s'est passé tard dans la nuit, donc bon bref, le jour même, il y a 20 000 personnes qui se ressemblent pour ça. Et ensuite, le plus grand syndicat du pays déclare une grève de 48 heures. Et on va écouter aussi une autre personne qui était à Athènes, du coup, en 2013, et qui va nous raconter comment ça s'est passé cette soirée-là. Κερατσίνη, την πρώτη μέρα, ήμουν στο σπίτι, χτύπησα τηλέφωνο. Ce jour-là, je suis allée à Keratsini. J'étais chez moi, le téléphone a sonné. J'ai eu une info comme quoi les fachos ont tué quelqu'un à Keratsini et qu'il faut qu'on y aille. Je suis partie, j'y suis allée. Je suis allée à Pirée pour prendre le bus pour y aller. C'était bondé de monde à la station. On y allait, on arrive avec des bus bondés. Il y avait un monde infini là-bas. Je sais pas combien. Je ne suis jamais arrivée à l'endroit pour savoir où commence toute cette foule. Il y avait une peur quand même. On ne connaissait pas le quartier, c'était pas le centre. C'est ce dont je me souviens à peu près de ce jour. J'ai vu beaucoup de monde, dont du monde auquel je m'attendais pas de voir. Après ça, leur présence existait, mais ils étaient plus en sous-sol, on va dire. La situation a dérapé après ça. Dans les médias, comme partout, ils ont été obligés de se retirer un peu. Ils fonctionnaient encore, mais c'était pas ce truc envahissant que c'était avant, où ils étaient avantagés par les chaînes et les journaux, où on disait que on peut rien y faire et ils sont partout. Voilà. Après ça s'est un peu calmé petit à petit. C'était pas que leur présence n'existait plus, mais ils se sont rabâchés sur les quartiers plus sûrs, entre guillemets, où ils savaient qu'ils avaient plus de monde de leur côté. Par exemple, je sais pas si l'événement qui s'était passé à Iliopoli se serait passé si c'était après l'assassinat de Fyssas, d'un point de vue de l'opinion publique, qui avait désormais une mauvaise image de l'Aube dorée. Ça, c'était selon donc, un camarade antifasciste, mais
l'opinion de la Kerfa là-dessus n'est pas exactement la même parce que en fait, c'était pas selon eux vrai que le mouvement Antifa s'est réveillé après la mort de Faces. Selon eux, le mouvement Antifa s'est construit énormément en janvier 2013, où en gros l'initiative athénienne de Athènes, ville antifasciste, s'est créée avec un grand rassemblement de 15 000 personnes le 19 janvier 2013, qui était 2 jours après l'assassinat de Sherzad Loukman. Moi, je veux juste dire que même si le mouvement antifasciste était déjà mobilisé à cause de l'assassinat de Sherzad Loukman, dans le discours un peu plus général, le discours médiatique, c'est le moment de prise de conscience, l'assassinat de Pavlo Fisa. C'est le moment où les grands médias, par exemple, même après quelques jours et quelques hésitations au début, parce qu'ils disaient, ils essayaient de... Je ne sais pas s'ils essayaient de dissimuler les faits, parce qu'ils disaient que c'était à cause d'un bagarre de foot. Je crois que c'était aussi le Mais ils en ont parlé à la télé, alors que par exemple, quand l'Aube dorée entrait régulièrement et tabassait, par exemple, des personnes, des immigrés, par exemple, pakistanais, de manière quasiment quotidienne, ça n'a jamais passé à la télé, c'était même pas une discussion. Donc, Pavlo Fisa, ça a quand même été un moment hyper important. Voilà, et on va parler de la suite après avoir écouté... une deuxième musique de Killa P, qui s'appelle, je sais plus. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη δεν αντέχω. Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες οχές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάνουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι βολικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι βολικό. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της το φόβο, την ασκήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι βολικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι βολικό. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απείλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι βολικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio. Et on vient d'écouter une chanson qui est devenue symbole de la lutte antifasciste, une chanson qui s'appelle Siga mi glapso, je ne plairai pas, enfin traduction libre. Voilà. Pas question que je pleure. Pas question que je pleure, voilà. Et les textes disent pas question que je perds, pas question que je pleure. Voilà.
C'est une chanson qui est devenue après. Et aussi, pas question que j'ai peur. J'ai peur. Ah, ok, pardon. C'est ça que je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Peut-être j'ai dit. Ok, vas-y. C'est pas grave. Voilà une question qui est devenue symbole après l'assassinat de Pablo Fisas, de la lutte antifasciste et de la lutte contre l'Aube dorée, plus généralement. Basée sur la musique est reprise d'une chanson homonyme de Yannis Agelakas, aussi assez connue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite, après l'assassinat de Pablo Fisas? Donc il y a plusieurs manières dont le mouvement antifasciste a essayé de lutter. On a entendu que la Kelfa avait mené et porté plainte de manière systématique contre les assassinats racistes, contre le fait qu'il poursuivait Javed Aslam, donc pas chef, mais bon, je sais plus, le porte-parole de la communauté pakistanaise en Grèce, et que vu que lui, il est un témoin très très présent dans le procès dont on va parler là maintenant, ils essayent de l'expulser de Grèce alors que ça fait des années qu'il est là. Enfin bon, bref. Eux, ils avaient cette manière-là. Il y a des personnes qui sont dans la rue et il y a eu un procès qui a été déclenché. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous parler de ça, du déclenchement du procès? Oui, donc le 18 septembre, c'est l'assassinat de Pavlos Fisas, et 10 jours plus tard, le 28 septembre, les principaux membres du parti, et notamment, ce qui était le plus marquant, le chef du parti, donc Michaloliakos, sont arrêtés par la police. Et le chef d'accusation principal qui est retenu contre Michaloliakos, c'est la direction d'une organisation criminelle. Donc ça, c'est très important, c'est qu'il y a un chef d'accusation qui en fait dit que... Enfin, le chef d'accusation d'organisation criminelle, ça veut dire qu'il y a une action coordonnée, qu'il y a des actions réfléchies, que c'est une manière de faire, et que du coup les membres qui ont assassiné Pavlos Fisas exécutaient des ordres. Et en même temps, il y a 32 autres instructions relatives à des actions des membres du parti de Chrysiavier qui étaient déjà quelque part en train d'être traités par la justice grecque, puisqu'on rappelle qu'ils menaient des actions violentes quotidiennement, qu'ils attaquaient des membres de l'immigration pakistanaise, par exemple, de manière quotidienne. Et du coup, il y avait plein d'affaires qui traînaient un peu à gauche et à droite. Et toutes ces affaires-là sont rassemblées pour constituer une seule procédure judiciaire. Et c'est quelque chose de très important, ça, qu'il n'y a pas eu plusieurs procès. Il n'y a eu qu'un seul procès de l'Aube dorée. Et l'objectif, c'était, en fait, oui, il y a eu cette question du rassemblement des différentes affaires. Et en fait, la question que tout le monde s'est posée à ce moment-là, et que je pense qu'on se pose toujours maintenant, c'est pourquoi ? En fait, pourquoi à ce moment-là, 10 jours après l'assassinat de Pavlos Fisas, l'État décide de mener cette action ? Parce qu'en fait, il y a une intervention directe du ministre de la Protection civile qui fait que les affaires sont envoyées et rassemblées aux mains du procureur, on va dire entre les guillemets, de la République, même si ce terme-là n'existe pas vraiment pour la Grèce, mais c'est le procureur qui prend en charge le dossier, mais il y a une impulsion gouvernementale derrière. En tout cas, au début, c'est juste l'État qui mène l'action, et ça paraît hyper bizarre. Et donc, je sais pas, on peut un peu discuter des différentes hypothèse qu'on peut avancer sur ce timing-là, en fait. Parce qu'en plus, il a fallu 2 ans et quelques pour que... Non, 1 an et demi, c'était jusqu'au 20 avril 2015, pour qu'il y ait la présence du mouvement antifasciste et des... Comment ça s'appelle ? De la famille des victimes dans le procès. À la base, c'était que l'État qui voulait être présent, qui ne voulait pas nécessairement de la présence... on va discuter de ça. Au début, l'action est menée par le procureur, donc il n'y a pas forcément des parties civiles. Et ça, on va en discuter, je pense, après. C'était une victoire du mouvement. Mais revenons peut-être un peu au contexte 2013, qui peut-être explique le pourquoi le procès est mené à ce moment-là. Alors, moi, ce que je peux dire comme élément contextuel, c'est qu'à l'époque, avant que ces révélations n'arrivent aux médias et voient le grand jour, il y avait même des discussions de coopération entre des partis de droite entre guillemets systémiques ou institutionnels, comme la Nouvelle Démocratie, qui est le parti qui est actuellement au pouvoir, et Chrysiavier. Il disait que avec une Chrysiavier, une Aube dorée plus
Sauvagerie. Respectable, présentable. Plus présentable, on pourrait coopérer sans problème. Oui, et ça a été révélé après les arrestations et le début de la procédure, mais il a été révélé qu'un député de la Nouvelle Démocratie, qui à l'époque gouverne le pays, qui est un gouvernement de droite, donc Baltakos, avait eu des entretiens, ou un entretien, bon bref, il avait parlé avec Kassedia, les députés de l'Obdoré, pour en fait discuter d'une potentielle collaboration, d'un potentiel accord politique, afin de limiter en fait la montée en puissance de la gauche, qui à ce moment-là, en fait, c'est Syriza qui gagne énormément en puissance et qui rassemble vraiment la gauche. Donc, il y a eu des révélations comme quoi le gouvernement était peut-être même prêt pour faire entrer l'Obdoré au gouvernement. Et pendant le temps où l'Obdoré a été au Parlement, donc ils ont fait quand même un temps de présence parlementaire avant les arrestations, c'est très intéressant. Ils votaient tous les projets économiques du gouvernement. Ils votaient contre toute tentative de taxer les ultra-riches, les armateurs et tout ça. Donc vraiment, c'était des acteurs qui participaient normalement au jeu parlementaire. Et pendant des années, l'Obdoré menait des actions violentes et le gouvernement ne faisait rien. Donc, première hypothèse, en vue des révélations et de ce qui s'est passé avec Fissas et du fait qu'on s'est rendu compte finalement qu'il y avait de l'action... on pouvait plus nier que l'Obdoré perpétrait des actions violentes, il fallait se distancier de l'Obdoré. Et la meilleure manière pour les faire, c'est de dire, voilà, c'était moi, c'était nous, le parti, la Nouvelle Démocratie, c'est comme ça que je le vois, qui les ont traduits à la justice. Donc ça, c'est une des hypothèses qu'on peut faire sur pourquoi, à ce moment, on a décidé de traduire l'Obdoré en justice en tant qu'organisation criminelle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'était pas une peur du coup du gouvernement de perdre des votes parce que, enfin, je sais pas. Il perdait déjà des votes. Ça, ouais, c'était déjà quelque chose qui a été vu, c'est que le gouvernement perdait des votes vers l'extrême droite. Oui, peut-être il voulait récupérer des votes. Aussi, il faut dire que c'est en 2012, donc à cette même période, en fait, juste avant, mais c'est la même période, où plusieurs membres de Laos, qui est un autre parti d'extrême droite, mais qui n'a pas d'action organisée violente dans la rue, c'est de l'extrême droite plus classique, ces membres-là, on a déjà consacré une émission à eux, partent de Laos et intègrent la Nouvelle Démocratie. Donc en fait, la Nouvelle Démocratie se distancie de l'Obdoré, mais fait une ouverture vers l'extrême droite en même temps. C'est qui finalement a été très avantageux pour eux politiquement. Mais c'est ça, pour moi c'est clairement une tentative de récupérer des voix d'extrême droite de toutes les manières possibles, quoi. C'est un peu en mode, maintenant c'est nous qui prenons en main cette action que eux ils faisaient, c'est à notre tour. Deuxième hypothèse du coup. Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais peut-être aussi, on ne peut jamais savoir, parce que même la procédure commence et après vraiment le gouvernement, même les représentants du gouvernement ne savaient pas quoi dire sur l'affaire. Enfin, même eux ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette procédure judiciaire. Enfin, le gouvernement communiquait très peu dessus. Ils ont fait un truc, ils n'ont pas assumé derrière. Peut-être ils ont eu peur que ça dégénère. Peut-être ils ont eu peur parce que je pense que le gouvernement, l'État se légitime par le fait qu'il impose un ordre dans la rue. Et peut-être ils ont eu peur qu'il va commencer à avoir des assassinats à gauche et à droite. Et le fait d'assassiner une personne grecque, ça a eu un vrai impact en fait. C'était quelqu'un, les gens s'identifiaient plus facilement à lui. Juste, peut-être que c'est le bon moment de dire ça, même si on n'a pas beaucoup de temps. Mais ayant des historiens qui ont beaucoup suivi les pratiques, et l'idéologie et la structure de l'Obdoré, disent que finalement la stratégie de l'Obdoré pour accéder au pouvoir n'était pas de le faire par la force. C'était quelque chose qui s'apparentait beaucoup plus à la stratégie de l'extrême droite en Italie pendant les années 60-80, entre les années 60 et 80, c'est qu'on définit comme stratégie de la tension, c'est-à-dire créer de l'instabilité politique en menant des actions violentes, en incitant, créer de l'instabilité politique pour
faire intervenir les forces de l'ordre et l'armée finalement. Donc, si le gouvernement, si les forces institutionnelles avaient compris que c'était cette stratégie-là qui était en train d'être menée par l'Aube dorée, ils auraient tout intérêt à intervenir et empêcher ça. C'est-à-dire la déstabilisation du parlementarisme en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui. Mais en fait, sur la question du procès, tu l'as dit avant, c'est que je pense que c'est très important de dire qu'au moment où le procès se déclenche, du coup, c'est un procès qui est mené un peu par l'État seul, donc par les procureurs qui prennent en main ce dossier. Mais Mais en fait, surtout, autour aussi, je pense, de la figure de la mère de Pavlos Fyssas, donc de Magda Fyssas, mais aussi de toutes les personnes qui se sont mobilisées, ils ont pu imposer en fait le fait que les parties civiles soient présentes au tribunal et que finalement, c'est les parties civiles qui ont mené le procès. C'est les parties civiles qui ont pu... qui se sont menées pour faire appel à un nombre vraiment très important de témoins qui ont pu parler en fait de l'Aube dorée, qui ont pu montrer leur action violente dans la rue et tout ça. Donc, effectivement, l'État déclenche un truc, on ne comprend pas trop pourquoi, mais sans la présence de toutes ces personnes-là qui sont allées manifester, qui sont allées imposer leur présence dans le tribunal, ça aurait été, je pense, une toute autre affaire. Et je pense que cette affaire est sortie du contrôle étatique très très rapidement. Et d'ailleurs aussi, ça a été un procès, comme toute procédure, extrêmement long. Donc je pense que même quand le procès a été déclenché, je pense que le gouvernement savait très bien que la procédure allait aboutir dans un temps où eux, ils ne seraient pas forcément au gouvernement. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'il y a eu plusieurs dossiers qui ont été rassemblés. Je pense qu'au total, il y a eu à peu près 80, une centaine de personnes qui ont été accusées de participation ou d'organisation d'une organisation terroriste. Donc c'est un procès gigantesque. Et même pas à l'intérieur du procès, il y a eu une énorme mobilisation, même en dehors. Enfin, il y a eu, le premier jour du procès, il y a eu une grève générale pour aller tous ensemble devant les prisons de Korydallos à 8h du matin. Il y avait 3000 personnes qui étaient devant pour dire bah non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, quoi. Ouais. Donc et aussi, je sais pas, corrigez-moi si je me rappelle mal de la situation, mais j'ai cette impression que quand le procès a commencé, le gouvernement a essayé, il y a une tentative, je sais pas si dire c'est le gouvernement, les tribunaux ou quoi, de un peu circonscrire l'affaire en essayant de dire on n'a pas de place, on sait pas où faire le procès. Il y a eu la question de le faire à Korydallos et tout ça, mais finalement le procès par la suite, elle a été transférée à j'ai des bêtises, vous avez pas de souvenir de ça? Non. Ok, on va faire une pause, je vais chercher l'information, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais j'ai des souvenirs très clairs de ça, qu'il y a eu des efforts pour ne pas laisser tout le monde entrer en salle, les salles n'étaient pas assez grandes, enfin il y avait tout un truc sur la taille des salles et tout. Et au début, ils voulaient faire le procès à Korydallos. Korydallos, ce sont les prisons. Effectivement, il y a des salles d'audience dedans. Mais en tout cas, c'est très éloigné, c'est très difficile d'y aller. Et en fait, il y a eu un grand effort pour faire sortir en fait le procès des salles de Korydallos, parce que c'était vraiment le circonscrire trop. Peut-être comprendre ce qui se passe alors... comment s'articule le procès avec la lutte antifasciste dans la rue? On vient de vérifier. Ils ont été par la suite transférés à Athènes. Je me rappelais correctement de cette information-là. Et c'était aussi ça, c'était une victoire du mouvement antifasciste qui a demandé en fait qu'ils sortent de là, que ça soit pas aussi loin, que ça soit pas dans des salles pourries, dans les prisons et tout. Les prisons étant aussi les lieux des personnes, les lieux de personnes accusées, quoi. Ils étaient déjà là. Je sais pas. Il y a une symbolique, je pense aussi, qui a été importante. Bref. Oui, on peut aussi écouter. Les réponses de deux militants. De notre côté, sur cette question, on était très clair. Il faut que la voix du mouvement antifasciste se fasse entendre.
Il faut que toutes les affaires soient mises en relation. Que l'affaire Fissa ne soit pas traitée séparément de celle des pêcheurs égyptiens, des syndicalistes du PAM et de toutes les autres agressions qui ont visé des lieux de rencontre. Les anti-autoritaires, les migrants, les universitaires, tous ceux qui ont été victimes d'agressions. Un très vaste débat a eu lieu au sein du même mouvement antifasciste. Une partie du mouvement réagissait en disant que le fait que la justice bourgeoise condamne Aube Dorée et en fasse un héros relevait presque de la trahison. Nous, on avait dit dès le début que c'était une mauvaise approche. On voulait mettre en lumière les liens qui unissent l'État et la police à Aube Dorée, car ce sont eux qui les ont assuré l'immunité au fil du temps. C'est donc une étape pour que toutes les informations soient rendues publiques au sein de la société grecque. C'est la première chose que nous avons obtenue de notre côté. Et la deuxième, c'est que le procès et son audience ont donné à Martha Fissa l'occasion de devenir une figure de proue et de lutte contre le fascisme et d'inspirer des milliers de personnes, des immigrés aux plaignants, aux avocats, de devenir la voix de ce mouvement, et au mouvement antifasciste d'être celui qui mobilise des milliers de personnes. On n'a jamais dit ni prétendu qu'on serait réhabilité par un jugement de condamnation de l'Aube Dorée. On avait insisté sur le fait qu'on voulait démanteler l'Aube Dorée, dissoudre ces brigades d'assaut, les empêcher d'ouvrir des locaux, de faire élire des représentants et de manifester dans la rue. C'était ça notre objectif. Et cet objectif, nous l'avons imposé, non pas par le biais de la décision du tribunal, mais grâce à l'action constante qu'on avait menée pendant toute cette période. Le procès de l'Aube Dorée n'a évidemment pas mis fin au fascisme en Grèce. Il n'a évidemment pas donné la réponse terrible qu'il aurait fallu donner aux fascistes. Mais on a tendance, dans notre milieu, à beaucoup les sous-estimer. Il y a un certain élitisme entre nous. Ce n'est pas exactement de l'élitisme, parfois c'est une rigueur, des principes, que se comprend et que se partage aussi. Mais elle est dit car cela mérite d'être mis dans le débat. Malgré tout, les procès de l'Aube Dorée et sa condamnation ont obligé une partie du monde à se positionner et ont identifié des forces plus institutionnelles, une partie des avocats, une partie de la gauche qui fait habituellement ce genre de choses, une partie des associations de supporters de foot organisés qui ne sont pas institutionnelles mais qui constituent quand même une forme de structure organisée, et d'autres qui ne prenaient généralement pas position. Bien que les associations de supporters aient déjà pris position lors de l'affaire Rigoropoulos, celles-ci, cette fois, ont été poussées à se mobiliser. Pas tant sur ce point précis, mais on a forcé une partie des forces institutionnelles à se positionner, car elles sont antifascistes dans une certaine mesure, et c'était leur façon de lutter, en exerçant une pression sur les juges eux-mêmes, ce qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Le pouvoir judiciaire n'est pas composé, disons, des gens qui maîtrisent forcément les sujets. Si on laisse les juges livrés à eux-mêmes, c'est pour ça que les politiques comptent dans le pouvoir exécutif. Ils les regarderont simplement ce que dit la loi, et la loi dit des bêtises. Ils auraient pu leur coller 3 ans à cause de telle ou telle disposition. Ils ne les auraient peut-être même pas condamnés. Donc, ce qui était positif avec ces procès, c'est que bien que ce soit l'État lui-même qui l'a mené, et évidemment l'État lui-même n'a aucune envie de répondre comme il faut aux fascistes, il veut simplement les contenir parce que ça n'arrangeait plus pour le gouvernement. Cela a poussé tout un monde à se mobiliser. Cela a apporté une politisation des choses. Le fait que davantage de gens s'y intéressent, avocats, personnes touchées par la mort de Fissas, etc., et que les milliers de personnes se rassemblent devant les tribunaux, je ne me souviens plus combien exactement, ce n'est pas rien. Ce n'est pas la réponse qu'il faudrait. Ce n'est pas ce qui frappe le fascisme, mais ce n'est pas négligeable. Cela a rassemblé une foule, et je parle aussi des supporters de foot organisés, parce que devant les tribunaux, ce fut l'un des rares moments où les supporters de différentes équipes ont coexisté sans affrontement, parce qu'ils sont reconnus que cette cause dépassait leurs différences.
Alors du coup, il y a plusieurs opinions dans le mouvement antifasciste sur si le procès est utile ou pas à la lutte antifasciste, ou si c'est pas cool de en fait laisser l'État se saisir de ça et que la lutte antifasciste elle nous appartient. Je sais pas, est-ce que vous voulez commenter sur ça? Oui, d'un côté, il y a des gens et des militants qui disent que ça suffit pas que l'État se saisit de la poursuite des lobes dorés et qu'il faut que ce soit une action collective qui soit menée dans la rue qui va finalement permettre à la justice d'agir d'une manière optimale en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter d'agir, il ne faut pas arrêter de se mobiliser une fois que la justice s'est saisie des... Oui, mais je pense que ça, c'est un avis partagé par tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de militants antifascistes qui se disent on va arrêter de militer parce qu'il y a un procès. Même le procès, quand il a commencé, tout le monde savait que ça allait durer très, très, très longtemps. Enfin, c'est ça, le procès, maintenant, il a été jugé en appel. Donc maintenant, c'est vraiment terminé pour eux. Mais on est en 2026. Le jugement d'appel a eu lieu la fin a eu lieu en 2026. L'assassinat a eu lieu en 2013. Donc pendant ces 13 ans, c'est hyper long. Je pense que tout le monde savait que tout le monde allait se mobiliser de manière très longue. La question, c'est plutôt, évidemment, il y a des personnes qui vont venir plutôt, dans l'antifascisme, qui vont venir plutôt de l'anarchisme ou du milieu autonome, qui vont être extrêmement sceptiques vis-à-vis des institutions de l'État. Moi, après, ça c'est un peu mon avis personnel. Je pense que c'est un peu un mythe de l'État bourgeois de parler de l'indépendance de la justice. Il y a ce truc-là, oui, séparation des pouvoirs et tout. Mais en fait, la justice est un appareil d'État. Donc, elle est forcément imbriquée dans un système politique. Et ce système politique tient à une société. Donc, elle est imbriquée dans une société. Et finalement, la présence massive et quotidienne aussi, parce qu'il y a eu des audiences qui ont duré très longtemps. Il y avait des audiences tous les jours, il y avait des personnes devant les tribunaux tous les jours. C'était un message hyper puissant. Et en fait, la rue disait aux tribunaux, disait aux procureurs, aux juges, qu'en fait, on vous regarde et on ne vous laissera pas faire de la merde. Et quand un procès dure aussi longtemps, c'était sûr qu'au bout d'un moment, les médias allaient arrêter de le suivre. Effectivement, c'était le cas. Les médias ne suivaient plus du tout le procès, c'est qu'ils se disaient au procès, alors qu'il y avait des choses lunaires qui se disaient dans le procès. Il y avait des personnes qui faisaient des apparitions, faisaient des saluts nazis dans le procès, genre. C'était n'importe quoi. Les médias ne le couvraient pas. Et il y a un effort énorme de se mobiliser de manière quotidienne, de aussi documenter le procès. Il y a eu toute une plateforme qui a été créée qui s'appelle le... Golden Dawn Watch. Oui, qui documentait jour le jour le procès. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et ce truc de avoir en fait une vigilance particulière, en fait, être présent, ça faisait que le procès a pu aboutir. Et je pense aussi la mère de Pavlos Fyssas, ça a eu un rôle hyper important dans tout ça, dans la politisation en fait du procès, parce que c'était au-delà de son fils. Elle était là pour défendre toutes les personnes auxquelles l'Aube dorée s'est attaquée. Et elle a eu un rôle hyper important. En fait, elle est devenue la porte-parole de tout le monde qui a été attaqué par Pavlos Fyssas. Pardon, je suis désolée. Par l'Aube dorée. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'Aube dorée, jusqu'à là, attaquait principalement des personnes immigrées, donc des personnes qui n'ont pas de famille en Grèce, qui n'ont personne, qui n'avaient personne pour les défendre. Et je pense que le fait que des personnes se sont emparées de ces histoires-là, c'était très important. Et oui, je pense qu'il y a encore des personnes qui débattent de l'utilité du procès, mais je pense qu'il faut pas tant s'intéresser... Enfin, il faut s'intéresser au procès, mais surtout, il faut s'intéresser à la dynamique qui a été créée autour. Je pense que tout ça... Le mouvement antifasciste, c'est cool qu'on puisse fermer sur ça parce qu'on pourra parler à la prochaine émission de l'antifascisme aujourd'hui et de comment il se manifeste dans la rue et quelle victoire on a eu par la rue et pas par le procès, dans le sens où il y a eu
des régularisations, il y a eu des inscriptions d'enfants de réfugiés dans les écoles, il y a eu beaucoup de victoires gagnées par le mouvement antiraciste et antifasciste, avec pas du tout le tribunal ou rien à voir avec l'État, juste par la rue. Donc ça serait, on peut fermer sur les victoires par le tribunal de nos interlocuteurs et peut-être discuter des victoires de la rue à la prochaine émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà donc ce qui s'est passé à cette époque. C'est comme ça qu'on avait lancé notre campagne judiciaire. Et quand on est arrivé en 2020, 5 ans plus tard, après avoir organisé des centaines de rassemblements devant les tribunaux, chaque année, la manifestation pour Fisas était devenue un symbole. Et chaque année, le mouvement de masse était présent, avec toutes ses composantes. Ce sont des manifestations qui ont lieu à Keratsini, avec toutes ses composantes, au-delà des divergences. Tout le monde était là. C'est comme ça qu'on a réussi à rendre illégal l'aube dorée, et finalement à l'expulser du Parlement. La condamnation signifiait qu'ils avaient perdu leur financement. Ils ne pouvaient même plus faire appel à leurs avocats. Ils en avaient 120 contre 15 pour nous. Pour que vous compreniez comment cela se passait sur le plan juridique, et malgré ce déséquilibre, on a gagné le procès. Pour être clair, Aube Dorée a été anéantie. Elle s'est fracturée en plusieurs morceaux et s'est retrouvée fragmentée. Et ça a de l'importance car l'extrême droite, ce sont pas seulement les nazis, c'est aussi l'extrême droite populiste, Velopoulos, les complotistes, etc., qui se sont retrouvés dans plusieurs autres mouvements a posteriori. Alors, comme on a dit, on va continuer à raconter l'histoire de l'antifascisme, du mouvement antifasciste dans notre prochaine émission. Mais on veut quand même vous rappeler ce dont on a parlé aujourd'hui. On a commencé par l'Aube Dorée, qui est quand même l'organisation politique qui a marqué, en fait, qui a été la plus présente, l'organisation politique fasciste, néo-nazie, etc., on peut l'appeler comme on veut, qui a été la plus présente et qui a en quelque sorte consolidé, permis la consolidation du mouvement antifasciste pendant les années 2010 jusqu'aujourd'hui, en fait, parce que, comme on a dit, le procès de cette organisation a passé en appel, le procès au deuxième degré, second degré a fini très récemment. Cela nous a permis de voir et d'écouter des camarades qui nous ont parlé de leurs actions et comment l'action antifasciste s'organise concrètement dans la rue suite à la montée de l'extrême droite et du fascisme depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et on a fini en parlant un peu du procès, des conditions qui ont permis la tenue de ces procès. Mais on n'a pas encore parlé des résultats et de ce qui s'est vraiment passé lors du procès, qu'on va laisser pour la prochaine émission. On peut spoiler quand même un peu. Oui, on peut spoiler. Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Wouh! Yay! Même en appel, oui, c'est vrai. Mais ils ont été emprisonnés pour 8 ans, je crois, chacun. Il y en a qui sont déjà libérés. Mais... Non, mais la menace fasciste est toujours là. Et je pense que c'est là toute la question. Mais eux, ils ont été condamnés. Voilà. En fait, ce qui est intéressant à voir, et on en parlera à la prochaine émission de comment le mouvement antifasciste s'est structuré et les victoires de la rue, mais c'est intéressant de voir comment le besoin qui était extra-gouvernemental en quelque sorte, c'était eux qui faisaient le sale boulot d'aller tuer des gens et l'État les couvrait, donc tuer des gens, etc., l'État couvrait, mais il ne le faisait pas lui-même. Comment ce besoin extra-gouvernemental n'est plus un besoin, parce que, après ça c'est une hypothèse et c'est extrêmement discutable, mais avec la montée des extrêmes droites dans toute l'Europe, comment cette violence a été légitimée, même dans les appareils d'État et les appareils de l'Europe. Donc, une partie de ce sale boulot a quand même été déléguée à Frontex, a quand même été déléguée à l'État et au campement. C'est plus des pogroms. On n'est pas encore au stade où la police fait des pogroms, mais pas loin, dans le sens où les pushbacks et les noyades
avec Pilos, on a eu une émission entière sur Pilos que vous pouvez voir. Chios aussi, genre des naufrages qui sont quand même des actions violentes qui ont été relayées et déléguées à l'État. Enfin bon, bref, je pense que je parle trop. On va voir tout ça. Mais on va voir discuter tout ça. de ça et en fait des visages du fascisme dans la Grèce d'aujourd'hui. Voilà, on n'a pas réussi à faire entrer tout ça dans 3 émissions, on va en faire une 4e. C'était Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. C'était Radio Frico, l'émission de l'initiative grecque. Merci à toutes, à tous. Bonne soirée.